Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue pour cette émission Le défi de la vérité de François, avec aujourd'hui un invité exceptionnel, vous allez le voir. Couille, bite, nichon, c'est son lot quotidien. On a tendance à le caricaturer autour de ces trois mots. Et pourtant, Jean-Marie Bigard, c'est bien autre chose et on le verra pendant toute cette émission. C'est un artiste, le seul humoriste à avoir rempli le Stade de France. Un succès qui ne se dément pas. Du reste, au fil des années, plus d'1 million de followers encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui a un cœur gros comme ça. Pendant 45 minutes, on va essayer de le découvrir en tout cas autrement. On va offrir une autre facette de sa personnalité. Jean-Marie Bigard, bonjour. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, c'est le jour de l'enregistrement. Jour de l'enregistrement, c'est la journée de la femme. Ah oui. Qu'est-ce que vous leur dites aux femmes aujourd'hui ? Je leur dis que je les adore et que je suis très heureux d'avoir à 60% dans mes salles des femmes qui comprennent et qui lisent mon cœur bien mieux que oui, parce les qu'on vous hommes dit, qui, on vous dit eux, misogyne viennent quand chercher. même. Pardon ? On vous dit misogyne aujourd'hui. Non, il y a quelques féministes, oui, qui sont un peu en colère après moi, mais sinon les femmes en général m'adorent. D'abord, elles voient mon côté féminin, et puis elles lisent bien mieux dans mon cœur. Elles comprennent que le lâcher de salope, en fait, c'est une attaque en règle contre les hommes, si tu veux. Je montre par ce sketch en fait la pitoyabilité du chasseur quand on remplace le gibier par le beau sexe. C'est absolument ignoble, ça m'a toujours consterné et m'est venue donc l'idée en appuyant un peu sur la craie de dire voilà ce qu'est l'homme quand il est chasseur. Tu vois, je voulais dénoncer ça, les femmes le comprennent très bien, à part quelques sexistes qui voudraient être aussi connes que les hommes et qui ont du mal à le faire. Alors, on a vu il y a quelque temps que vous avez voulu donc vous présenter aux élections présidentielles. 13% oui. Des Français étaient prêts à voter pour vous. Et pourtant, il semblerait que vous soyez rétracté. Est-ce que vous confirmez ici même sur ce plateau de François ? Pas rétracté, je me suis retiré, disons. Sous les menaces et tout, menaces de mort, bon, ça peut être n'importe qui, hein, mais bon, faut quand même se méfier. Et puis, je suis un peu sensible. Moi, quand on me dit, on sait où tes enfants sont à l'école, ça me suffit, quoi. Je dis, bon, je vais pas aller jouer avec ces gens-là. Je ne sais pas jouer à ça. Donc, je me suis dit que je serais plus efficace dans les tribunes, de hurler dans les tribunes, que d'aller sur un terrain où je ne sais pas jouer. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, quel est votre meilleur souvenir à date ? On va essayer de vous connaître un peu mieux de l'intérieur. S'il y avait un souvenir à retenir aujourd'hui qui soit prégnant plus que les autres, ce serait lequel ? Le plus grand souvenir de ma carrière, en tout cas, c'est forcément le Stade de France. Et c'est pour ça aussi que je suis là, tu vois. François, on me parle de vérité. Je dis, moi, je suis preneur. J'aime bien avoir un maximum de gens un peu contre moi et puis Dieu m'a donné ce talent de ne pas céder à la panique ni à la peur. Donc j'ai fait une thérapie de groupe, une dynamique émotionnelle de groupe qui fait que je suis aperçu que la peur, elle te tue plus facilement que si tu n'as pas peur. C'est bien d'avoir un petit peu peur pour éviter la balle, mais trop peur, tu restes figé et tu la prends dans la tête. Donc, j'adore être sûrement pas ce mot ignoble qu'on n'arrête pas de sortir à tout bout de champ, complotiste. Je serais plutôt un Colombo, je serais plutôt un mec qui se pose des questions. Je serais un mec à qui on dit, mais non, c'est lui, tu vois bien que c'est évident que c'est lui qui a tué lui, et Colombo, il dit, non, moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est plutôt autre chose. Et ensuite, il le démontre et nous nous régalons à regarder cette série, ce Colombo qui mène l'enquête, même si dès le départ, on connaît tous les tenants et tous les aboutissants. Donc moi, je suis un petit peu comme ça. J'aime bien poser des questions. Je suis le fou du roi. Le fou du roi était très courageux. On pouvait lui couper la langue, hein, carrément, tu vois, le tuer, l'exécuter même. Et donc, c'était un type courageux. Et j'aime bien être ce type courageux qui se met debout quand tous les autres restent un peu couchés. J'aime bien dire, il y a une tache sur la robe, même si personne n'ose le dire.
Alors, comment faites-vous là? C'est une grande question qu'on est en droit de se poser pour faire tous ces sketchs, d'être aussi productif que vous l'êtes. Est-ce que c'est improvisé? Est-ce que vous avez toute une équipe derrière? Et d'où vient cet art de pouvoir délivrer avec une telle aisance, de pouvoir restituer comme ça toutes ces histoires à la minute? On vous voit aux grosses têtes notamment. Oui, bien sûr. Non, les blagues, c'est une chose à part, mais sinon, ma soif de liberté et de vérité est insatiable. Je n'arrête pas de lire et de relire des grands hommes qui en ont parlé. Si on ne devait en citer qu'un seul, ce serait Schopenhauer, à propos de la vérité, qui dit la vérité passe par 3 étapes. Là, ça nous concerne directement aujourd'hui. Allez, d'abord railler, moquer. Tu vois, jusqu'à presque te détruire, tu vois. Elle est condamnée ensuite avec une méchanceté absolue. Et la 3e étape, elle est finalement, cette vérité, acceptée comme ayant toujours été une évidence. Voilà les 3 phases par lesquelles passe la vérité. Donc, faut pas s'étonner qu'il y a un peu de sang qui coule ou d'oreilles qui saignent un peu au départ. Effectivement, faut avoir le courage d'affronter parfois une immense majorité qui, au fil des années, diminue et faire la politique, avoir le courage de faire la politique du bouchon. La politique du bouchon, c'est un politique qui m'a dit ça. Il m'a dit, t'es sûr d'un truc, tu dis simplement que t'as un doute, puis tu laisses le niveau monter, le bouchon monte avec le niveau, puis une fois que tout le monde est d'accord, tu es en première ligne. Ah ouais, c'est ça. Alors justement, est-ce que derrière cet humour qui est le vôtre aujourd'hui, est-ce qu'il y a un fond triste, un peu, je dirais, comme les clowns, qu'on sait profondément malheureux? Bien sûr. Quand on s'est repenché sur votre histoire, c'est vrai que l'histoire que les Français ne connaissent pas forcément est absolument horrible par certains aspects. Alors peut-être qu'on peut en parler, vous acceptez d'en parler sur ce défi de la vérité. Vous êtes donc issu, vous, d'une famille modeste. Oui. Vous aviez des parents qui travaillaient dur comme fer. Oui. Donc, une mère à l'usine qui gagnait 3 francs 6 sous. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et puis... mon père était charcutier. Et votre père charcutier, c'est ça. À l'époque, on avait le droit d'aller tuer le cochon dans la ferme. Et on repartait le soir, le cochon, il était trié, les poitrines dans les saloirs et tout, le boudin et tout le bordel. C'est moi qui vidais les boyaux. Tu vois, c'est peut-être de ça que ça me vient de parler de merde tout le temps, peut-être une espèce de traumatisme infantile, mais voilà quoi, on allait tuer le cochon. Une maman qui est décédée d'un cancer, que vous n'avez pas pu couvrir de cadeaux, alors que vous avez eu une fortune à un moment colossal. Oui. Et puis un père surtout qui s'est fait assassiner. Oui, un fait divers. Banal, c'est-à-dire ma mère était décédée, mon père a dit à mon travail, il y a une femme qui me fait un peu de l'œil, comme on dit, est-ce que ça vous dérange si elle vient vivre avec moi dans la maison? On lui a dit, non, ça fera... Maman est morte, elle est morte, c'est tout. Toi, tu dois continuer ta vie. Et cette femme, qui a une différence d'âge assez importante avec mon père, elle est venue dans cette région de la Champagne, et elle était avec un bûcheron des Ardennes qui avait à peu près l'âge d'ailleurs de mon père, et ce mec se met en colère après mon père, il le menace de mort, on lui dit fais quand même attention, mais bon, mon père avait peur de rien, et puis un jour il est venu et il a tué mon père. Voilà le fait divers banal, les conditions ignobles, et voilà quoi. Et ça arrive normalement qu'aux autres, et puis un jour ça t'arrive à toi. Et ça a été la boucherie, et ça, vous en gardez quoi comme image de tout ça? Eh bien, j'ai été très, très étonné d'abord quand ce mec qui s'est livré immédiatement à la police, quand il était dans le box des accusés, il était repentant et je lui ai pardonné. Contre mes frères et sœurs qui me voyaient, qui savent que j'ai un caractère un peu fort et qui avaient un peu du mal à comprendre, mais... Ce type demandait correctement pardon dans ses yeux. Et donc, j'ai accepté son pardon. Alors, tout le monde se dit, mais c'est phénoménal. Pour moi, ça a été plutôt naturel. J'ai repensé qu'il n'était pas... Un peu comme Jean-Paul II, chrétien, avec celui, pratiquant. Oui, tout à fait, qui a visité qui était allé le voir en prison. Oui, tout à fait, qu'il l'a visité. Et je pense que c'est très important parce que le pardon, c'est celui qui donne, c'est ce qui donne le coup de sifflet final à toutes les guerres.
Le pardon, tu pardonnes et c'est fini. Le match est terminé. Sinon, la guerre continue, la haine engendre la haine, la colère, je te tue, tu me tues, t'as tué ma sœur, je tue ta sœur. Tu vois, mais le pardon, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait, c'est d'avoir la possibilité de pardonner et donc de se libérer et de ne plus avoir besoin de se servir de la détestation. Quelqu'un te fait du mal, tu le détestes, tu veux sa mort éventuellement, c'est possible, tu peux y penser, mais tu te brûles tout seul. Si tu lui pardonnes, tu t'empêches d'avoir des arguments plus ou moins valables pour exercer une violence, et une violence qui serait aussi conne que celle que tu as subie, même pire. Donc, tu t'évites d'avoir ce virus-là, puisqu'on parlera sûrement aussi de virus aujourd'hui. Oui, dans un instant, mais pour terminer là-dessus, cette personne aujourd'hui est libre, vit encore, et votre père a disparu. Oui. Et ça, vous pouvez accepter ça, malgré tout. Oui, tout à fait, je l'accepte. D'ailleurs, j'ai eu des appels du pied de la dame en question, qui vraisemblablement a fait rentrer l'assassin de mon père dans cette maison où il s'est caché, et puis en pleine nuit avec un fusil et puis un couteau de chasse grand comme ça a tailladé mon père d'une douzaine de coups de couteau, qui lui n'avait rien pour se défendre, tu vois. Donc j'ai un petit peu plus de mal avec cette femme qui n'a pas été punie, puisqu'à l'époque la justice a dit, écoutez, on a un mort, on a un assassin, ça va, quoi. D'accord, l'affaire était réglée. Oui, et cette femme a tenté d'entrer en communication avec moi. Je savais qu'elle habitait autour de la région de Reims, et avant un spectacle, et j'ai refusé de la recevoir. Alors pour vous, le rire est en fait, par rapport à tout cela, tout ce que vous nous racontez là, une forme de thérapie en quelque sorte ? Ah ben, c'est mieux que... C'est un échappatoire. C'est mieux que ça, c'est mieux qu'une échappatoire, c'est le seul truc qui peut nous sauver, la seule fenêtre, la seule porte ouverte vers la liberté, c'est que, quoi qu'il t'arrive, t'as encore, in fine, comme disent les avocats, la possibilité d'en rire. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si c'est le malheur qui fait rire. On parlait tout à l'heure du clown triste. J'ai sorti une phrase l'autre jour, j'ai dit, quand vous voyez un clown pleurer, ne soyez pas triste, il se repose. Et c'est exactement ça, quand tu as toujours la possibilité de rire, tu conserves ta force, ta liberté face au diable en personne. Donc je suis très très heureux d'avoir ce talent, de pouvoir faire rire les gens, et puis surtout de redire pour la énième fois, le bonheur, Richard, fait pleurer, fait pas rire, c'est le malheur qui fait rire. Est-ce que dans la salle de cinéma, quand les amants se retrouvent enfin et s'embrassent, est-ce qu'on éclate de rire? Pas du tout. On pleure. On pleure. Parce que le bonheur nous fait pleurer. Et si on voit une vieille dame qui glisse sur une plaque de verglas, qui a les 4 fers en l'air pendant un moment, on est d'abord écroulé de rire. Ensuite, on va lui porter secours, bien sûr, parce qu'elle s'est sûrement cassé le col du fémur. Mais d'abord, on rit de... Et ça n'est pas forcément... Le rire, il est admis. Ça n'est pas, même dans la Bible... c'est pas forcément le ricanement du diable, le je suis bien content que tu aies mal. Non, il y a un rire tout à fait c'est pas forcé, sain, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui est salvateur et qui nous sert dans notre vie de tous les jours à relativiser, bien sûr. Il y a du reste une thérapie par le rire aujourd'hui employée par les psychos. Concernant le rire, une dernière question peut-être très rapide, mais ça se travaille le rire, parce que vous disiez, moi j'ai cette chance d'avoir ce talent, mais moi par exemple qui n'ai aucun sens de l'humour, est-ce que je peux le travailler, le développer et demain avoir du monde autour de moi qui puisse rire de mes blagues? Ah oui, c'est possible. D'ailleurs, c'est un bon exercice. Les blagues, c'est comme un livre, c'est comme un film. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, et notamment pour un mec comme toi qui sait pas les raconter, eh bien, je te confierai des blagues courtes qui sont inloupables et qui feront rire les gens. Je veux t'en faire une, par exemple, le mec il arrive chez son médecin, il dit « Docteur, j'ai des pertes de mémoire ». Et le médecin il dit « Ah bon? Mais depuis combien de temps ?» Et le mec il dit « Depuis combien de temps? Quoi ?»
Tu vois, elle est inloupable et... Oui, mais racontez par vous, ça passe, racontez par moi, ça passerait moins. c'est possible. La qualité du compteur est absolument indispensable. Alors, on va revenir au Covid, parce que je vois que vous êtes venu quand même avec dans votre besace le Parisien du jour. Bah oui. On vous sent particulièrement monté sur ce sujet aujourd'hui. Ah oui, là c'est extraordinaire. On nous aurait dit il y a un an, donc je montre, hein, c'est le Parisien d'aujourd'hui. Hein. Nous sommes aujourd'hui, le jour où on enregistre, lundi 8 mars. On voit dans vaccination, Attal met en garde, Attal donc qui est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, n'écarte pas la possibilité d'une vaccination obligatoire pour les personnels de santé s'ils ne se mobilisent pas rapidement.